Bien qu'ils ne disposaient pas des mitrailleuses, mais qui allaient dominer une grande partie de la guerre, les soldats américains étaient armés d'excellents fusils. En 1903, l'armée américaine a amélioré son fusil de service, en tenant compte de tout ce qu'elle avait appris des Mauser M93 utilisés contre elle pendant la guerre hispano-américaine. Ce fusil à verrou était chambré pour une cartouche de calibre 0,30 tirée à partir d'un chargeur de 5 coups. Il deviendrait le fusil à verrou standard des États-Unis pendant la Première Guerre mondiale. Le fusil mesurait un peu moins de 45 pouces de long et pesait 8 livres et 11 onces. Une baïonnette modèle 1905 pouvait être fixée au fusil, ajoutant 16 pouces d'acier tranchant et augmentant le poids d'une livre. La baïonnette avait également une poignée de 4 pouces et pouvait être utilisée comme un couteau. Le Springfield 1903 est largement basé sur le fusil Mauser. En fait, il est tellement similaire au système Mauser que Mauser a intenté un procès contre le gouvernement américain et a fini par recevoir des redevances pour la fabrication de ce fusil. Il y a quelques différences. Le 1903 a un percuteur différent de celui du fusil Mauser. Il a remplacé le fusil Krag-Jorgensen à cause des leçons tirées pendant la guerre hispano-américaine. Les soldats américains se sentaient dépassés par les Mauser dont étaient équipés les troupes espagnoles car ils pouvaient tirer beaucoup plus rapidement. Le Mauser espagnol avait un chargeur interne, ce qui est aussi le cas du Springfield ici, un chargeur interne de 5 cartouches. Il suffit simplement d'appuyer sur ce poussoir ici. Il y a une partie fraisée dans la culasse où vous pouvez placer un clip chargeur ou un clip de rechargement, comme on l'appelle. Et cela peut être chargé et tiré extrêmement rapidement. C'est une arme magnifique, merveilleusement fabriquée, très précise, et elle a été produite et utilisée jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. En fait, beaucoup de ces Springfield se sont retrouvés utilisés comme fusils de sniper jusqu'au premier stade de la guerre du Vietnam. Le Springfield 03 tire une cartouche de calibre 30, ce que vous connaissez sous le nom de munition 30-06. Cela fait en fait référence à une balle de calibre 30 développée en 1906. Le Springfield 03 comparé au Mauser fonctionne pratiquement de la même manière. Les munitions du Springfield 03 ont été mises à jour car ils ont adopté une balle ogivale à culot en forme de bateau basée sur ce que les Allemands avaient développé pour leurs cartouches de 7,92 par 57 mm. Il est différent du fusil Mauser dont les Allemands étaient équipés pendant la Première Guerre mondiale, le G98 car il est court. Celui-ci n'a qu'un canon de 24 pouces. C'est parce qu'à l'époque de son développement en 1903, celui-ci était destiné à remplacer à la fois l'arme d'infanterie et l'arme de cavalerie, car il y avait une tendance à adopter une carabine plus courte pour l'infanterie comme pour la cavalerie. Un soldat qui a su tirer parti de cette arme était un homme que le général Black Jack Pershing qualifiera plus tard de plus grand héros des forces américaines. Le premier lieutenant Sam Woodfield était un tireur d'élite qui chassait depuis l'âge de 10 ans. Il a mis son talent extraordinaire à profit en éliminant les nids de mitrailleuses. Woodfield et son régiment ont participé à l'offensive de l'Argonne contre la ligne Hindenburg. La ligne Hindenburg comprenait des tranchées, des bunkers en béton, de larges ceintures de barbelés, des tunnels pour le déplacement des troupes et des emplacements de mitrailleuses mortelles. Le haut commandement allemand la croyait imprenable. Woodfield a décrit l'offensive comme 46 jours de pluie, de boue, de mort et d'enfer général comme aucune armée américaine n'en avait jamais connu. Dans le brouillard du petit matin du 12 octobre 1918, Woodfield mena sa compagnie en file indienne vers le village de Cunel. Alors qu'il traversait un champ,
le brouillard se leva et 3 nitides mitrailleuses ouvrirent en le feu. Pendant que ces hommes se mettaient à l'abri, Woodfield prit son fusil et commença à traquer les mitrailleurs. Il se concentra d'abord sur la tour de l'église. Il ne pouvait pas voir le mitrailleur, mais il visa derrière l'éclair de la mitrailleuse. Il tira et la mitrailleuse se tut. Sa prochaine cible était l'écurie abandonnée. Encore une fois, le tireur était caché, mais encore une fois, Woodfield tira là où le tireur devait se trouver et la mitrailleuse se tut. Pour atteindre le nid dans la forêt, il dut contourner sur le côté, se mettant à couvert dans des trous créés par les bombardements. Un de ces trous dissimulait une poche de gaz moutarde qu'il a inhalé avant de s'en rendre compte. Il évita une dose mortelle, mais maintenant, ses yeux le brûlaient et sa vision était floue. Pourtant, il continua d'avancer, rampant silencieusement jusqu'à être caché à la vue, mais dans une position où il pouvait observer le visage du tireur. Dans le 3e nid, Woodfield tira et l'homme s'effondra. Un autre prit sa place et il tira de nouveau. 2 autres prirent la mitrailleuse, chacun tué d'une seule balle par Woodfield. Finalement, les 2 Allemands restants prirent la fuite. Ces hommes regardaient avec admiration. Woodfield leur fit signe d'avancer. Il reprit ensuite la chasse. Chaque nid qu'il neutralisait augmentait les chances de survie de ces hommes ce jour-là. Il trouva 2 autres nids pointés de mitrailleuses, après Cunel, et il élimina les 5 membres de chaque équipe avec 5 tirs bien placés. Il fut forcé de plonger dans une tranchée lorsqu'un autre nid ouvrit le feu sur lui, et il se retrouva face à face avec 2 soldats allemands. Woodfield abattit le premier avec son pistolet, mais lorsqu'il se tourna pour tirer sur le second, son arme s'enraya. Woodfield avait neutralisé 5 nids de mitrailleuses et les 2 Allemands dans la tranchée sans subir la moindre blessure. Mais l'exposition au gaz moutarde l'a mis hors de combat. Lui et ses hommes ont rejoint le reste des forces américaines, mais il a rapidement été transféré à l'hôpital, et le temps qu'il se rétablisse, la guerre était terminée. En février 1919, le général Pershing, commandant des forces américaines en Europe, a remis la médaille d'honneur au premier lieutenant Woodfield. Face à Woodfield se trouvaient des Allemands qui, lorsqu'ils n'étaient pas aux mitrailleuses, portaient des Mauser à verrou. Appelé le Gewehr Model 1898 ou le G98, c'était le fusil de service standard de l'armée allemande. Le G98 a été conçu par Peter Paul Mauser, dont les travaux antérieurs avaient tellement impressionné les Américains qu'ils les avaient copiés pour leur modèle 1903, l'une des armes militaires et de sport les plus populaires jamais développées. Plus de 5 millions de fusils G98 ont finalement été produits. Ce fusil bien construit était robuste, puissant et précis. Le G98 avait un chargeur interne de 5 cartouches et une culasse à alimentation contrôlée innovante. La seule plainte concernant le M98 était sa cadence de tir lente, due à la conception de la culasse et au chargeur plus petit. Personne ne faisait cette remarque à propos de l'arme standard britannique, le fusil à chargeur court. Lee-Enfield Mark III. Le short magazine Lee-Enfield pouvait tirer 30 à 40 coups par minute entre les mains d'un soldat entraîné. Le short magazine Lee-Enfield. Mark III était le modèle le plus récent d'une série extrêmement réussie de fusils Lee-Enfield. Le S dans short magazine Lee-Enfield signifie court, indiquant le canon plus court, 25 pouces, ce qui en faisait une arme beaucoup plus légère. Il tirait la cartouche britannique de .303. Le fusil standard des Français était plus long et plus lourd que le short magazine Lee-Enfield, et plus lent à recharger, mais il avait une longue histoire de service. Le Lebel modèle 1886 de l'armée française était à la pointe de la technologie 30 ans plus tôt. Conçu pour tirer parti de la toute nouvelle invention de la poudre sans fumée, le Lebel s'était révélé supérieur à des armes respectées comme le Mauser 1871. Mais à l'époque de la Première Guerre mondiale, il était devenu obsolète. Le Lebel 1886 était un fusil à verrou tirant une cartouche de 8 mm à partir d'un chargeur de 8 coups, à l'opposé du short magazine Lee-Enfield Mark III.
Le Lebel était un fusil long et lourd et relativement lent à recharger. La lenteur du rechargement venait d'un grave défaut de conception. Le magasin tubulaire du Lebel plaçait chaque cartouche en ligne bout à bout. Si la pointe d'une balle frappait l'amorce de la cartouche suivante, elle pouvait exploser à l'intérieur de la chambre. Donc, reconnaissant les limites du modèle Lebel 1886, les Français ont introduit le fusil Berthier en 1907. Le Berthier était un fusil à clip comme les Enfield, offrant un système de chargement et de tir plus modernisé. Mais le modèle 1907 n'avait qu'un clip de 3 cartouches, ce qui limitait fortement la cadence de tir. L'armée française a introduit un nouveau modèle en 1916 avec un clip de 5 cartouches. C'était une amélioration évidente, bien que certains commandants préféraient le Lebel 1886 à 8 cartouches constait et restait le fusil standard de l'armée française pendant la guerre. Pendant ce temps, l'Amérique avait besoin de plus de fusils. Les Springfield 1903 étaient d'excellents fusils, mais il n'y en avait pas assez pour armer une armée, qui avait explosé à la suite de la loi sur le service sélectif de 1917. Avant l'entrée de l'Amérique dans la Grande Guerre, Winchester Repeating Arms Company et Remington Arms Company avaient signé un contrat avec la Grande-Bretagne pour fabriquer des fusils P-14 calibre 0303. Après l'entrée des États-Unis dans la guerre, l'armée avait besoin de fusils pour ses propres soldats, mais plutôt que de convertir les usines Remington et Winchester pour fabriquer les Springfield M1903, ce qui prendrait beaucoup plus de temps, ils ont décidé de modifier la conception du fusil britannique. Le résultat fut l'Enfield M1917, un fusil inspiré du modèle britannique, mais tirant les cartouches américaines standard .30-06. Aussi appelé l'Enfield américain, ce fusil était quelques centimètres plus long et environ un demi-kilo plus lourd que le Springfield M1903. Une baïonnette modèle 1917 ajoutait environ 40 cm et un peu plus d'un demi-kilo. Merci d'avoir regardé. Si vous souhaitez nous aider à produire plus de contenu historique passionnant comme celui-ci, merci d'aimer, de commenter ci-dessous et de partager cette vidéo avec d'autres passionnés d'histoire. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à faire vivre l'histoire.